Wangalizi waheshe libro de Comores tosa na amani vanu dogo zambilia na utitamka hauna nafasi. La chaîne libre des Comores, la chaîne d'information générale des Comores. Votre chaîne, la seule qui vous donne librement la parole. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu nombreux. Merci. Alors, bonsoir Ahmed Hassan. Est-ce que vous m'attendez là vous... Oui, bonsoir, c'est Hassan. Ahmed Hassan, qui est notre invité de ce soir? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Libre des Comores. Comme vous savez, nous sommes en direct depuis le studio 84 de Paris. Nous sommes en direct sur YouTube Live, Facebook Live, TikTok Live, Instagram Live. Vous nous suivez sur toutes les plateformes des chaînes Libre des Comores, Saïd Hassan. Comme vous savez, aujourd'hui, on a décidé, Saïd Hassan, d'inviter un journaliste très connu, international, qui s'appelle Thomas Dietrich. Il est journaliste français indépendant, spécialiste des investigations de la France-Afrique. Il a révélé plusieurs scandales en Afrique. En Afrique, c'est Hassan, comme vous savez. Le métier du journalisme, c'est un métier très noble, c'est très difficile. On connaît les conditions dans lesquelles on travaille dans des différents pays. Il a révélé plusieurs scandales en Afrique, en Mauritanie, en Guinée, au Togo. Il va partir en Côte d'Ivoire. Saïd Hassan, comme vous savez, il a révélé aussi le scandale de carburant toxique qui arrive dans les pays africains et qui est vendu et qui gâche aussi les voitures. Saïd Hassan, il a parcouru plusieurs pays pour le seul but, Saïd Hassan, c'est de dénoncer la France-Afrique qui étouffe les peuples. Comme vous savez, il met en lumière la corruption des hommes corrompus, et les hommes qui gangrènent le système. C'est Hassan, il dénonce tout un système politique mis en place depuis 60 ans. Comme vous savez, aujourd'hui, nous avons invité pour qu'il puisse parler
nous révéler ce qui s'est passé à Madagascar. Il était sur le terrain, il a vu beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses. C'est pour cela, comme vous savez, chez Libre des Comores, on aime aller à la source des choses. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes avec M. Thomas Detrich, mon frère Sédassan. Merci, Ahmed Hassan. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Bon, oui, je vous entends très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, bon, merci. Je suis pas sûr que je mérite ce portrait si flatteur, mais en tout cas, merci de m'avoir invité. Je suis aussi pas mal l'actualité des Comores, même si je suis jamais encore allé. J'espère avoir l'occasion. Je voulais aller pendant la présidentielle, c'était quand? En 2024, c'est ça? Simplement, on m'avait expulsé de Guinée 2 jours avant, donc j'étais un peu, voilà, c'était un peu compliqué de s'organiser entre 2 passages en prison. Mais oui, avec grand plaisir. Indépendant de Chronique de France-Afrique. Très bien. En tout cas, merci Thomas d'avoir accepté notre invitation. On a vu comme Ahmed Hassan, il avait signalé que vous étiez sur place à Madagascar. Comment vous avez vécu la chute de l'ancien président malgache sur place? Moi, je suis arrivé, donc les manifestations ont commencé le 25 septembre, donc je suis arrivé le 30. Et c'est vrai qu'il y avait des manifestations de la Gen Z, mais c'était, comment vous dire, c'était assez timide finalement. Le mouvement était en train de s'essouffler parce que, bon, d'une part, il y avait un manque d'organisation, mais surtout, il y avait une grosse répression en face. L'ONU a parlé de 22 morts, et quand on dit 22 morts, c'est vraiment un chiffre minimal par rapport voilà, à tout ce qui s'est passé. Grosse répression, notamment menée par la gendarmerie. C'était vraiment le corps qui réprimait, n'hésitait pas à tirer à balles réelles, et puis les gaz lacrymogènes, notamment français, qui étaient extrêmement toxiques. Et le samedi, donc aux octobre, c'est là que un peu tout a basculé, puisque, vous savez, il y a eu une déclaration le samedi matin du CAPSAT, donc qui est ce corps de l'armée malagasse, qui avait déjà d'ailleurs participé au coup d'État en 2009, qui a appelé toutes les forces de l'ordre, l'ensemble des forces, à ne plus tirer sur les manifestants et à rejoindre le CAPSAT. Et ça a galvanisé véritablement les manifestants. Moi, j'étais là le samedi 11 octobre, là, au niveau du lac Anous. Les manifestants essayaient d'accéder à la place de la Ambouzzatou, à la place de la démocratie. Et puis à un moment, les gendarmes ont tiré à balles réelles, donc il y a de nouveau eu des morts. Et heureusement, pour éviter le bain de sang, les militaires du CAPSAT sont arrivés. Les gendarmes ont fui, et c'est à ce moment-là que voilà, les manifestants avec l'armée a pu se retrouver sur la place du 13 mai, donc la place de l'indépendance. Et à partir de ce moment-là, bon, la partie était plus ou moins jouée. Il y a encore eu une offensive des gendarmes contre le CAPSAT, justement contre le camp du CAPSAT le 12 octobre au matin. Mais bon, très clairement, il y avait un ras-le-bol général du président Radzoel, je ne sais pas si on peut le qualifier de dictateur, mais en tout cas de mafieux ultra corrompu, voilà, qui avait déçu beaucoup de monde, qui lui-même avait mené un soulèvement populaire en 2009, mais finalement, voilà, avait été retombé dans les mêmes errements que ses prédécesseurs. Et voilà, donc ça a été un grand moment. Moi, j'étais très honoré de pouvoir vivre ça aux côtés du peuple malagache qui vraiment s'est levé, s'est battu, et même certains sont morts pour la liberté. C'est un moment qu'on vit rarement dans une vie que moi j'ai vécu à quelques reprises, mais qu'on vit rarement. Et voilà, de voir tout d'un coup un peuple qui se libère de la tyrannie. Alors évidemment, rien ne va être simple demain avec les militaires, etc. Mais c'était vraiment un grand moment. Voilà, surtout avec toute la répression qu'ils avaient connue pendant 2 semaines, enfin voilà, la brutalité des gendarmes, voilà, c'était extraordinaire. Ahmed Hassan. Monsieur Thomas, j'ai vu dans un extrait vidéo que vous étiez sur le terrain, j'ai vu que les manifestants cherchaient à négocier avec la police. Et quand la police accepte que les manifestants passent, à quelques centaines de mètres, il y a les militaires qui tirent à balles. Les gendarmes. Ouais, c'était assez surprenant, parce qu'effectivement, l'armée participait pas les militaires participaient pas au maintien de l'ordre. Donc il y avait 2 unités qui participaient, la police, mais qui était plutôt effectivement gentille, et les gendarmes, qui étaient vraiment les chiens de garde du régime, et qui étaient notamment sous la coupe du président du Sénat, Richard Ravaloman, vous savez, le mec qui a le chapeau de cow-boy, qui a poursuivi les manifestants. Bon, il n'était plus chef officiel de la gendarmerie, mais c'est lui qui commandait. Et effectivement, à un moment, moi je me souviens, les manifestants ont discuté avec la police, on dit nous on veut aller manifester pacifiquement jusqu'à Ambouzzatou, jusqu'à la place de la démocratie, bon, faut nous laisser passer. La police a dit ok, on y va. Et à ce moment-là, les gendarmes ont dit on va gazer tout le monde. On voit l'image. Voilà, c'était ça, oui, je me souviens, c'était ça. Ça c'était, il me semble que c'était le 1er octobre de mémoire ou le 3 octobre, je sais plus. En tout cas, c'était une semaine du changement, du soulèvement du CAPSAT. Mais ouais, c'était vraiment assez impressionnant. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme les policiers n'étaient pas vraiment motivés pour tirer sur les manifestants et réprimer, qu'ils ont commencé à donner des primes de 100 €
par tête de pipe, par policier qui accepterait d'aller au carton contre les gendarmes, contre les manifestants. Voilà. Mais c'était vraiment les gendarmes. Et c'était avec des AK-47, tirs à balles réelles. Enfin, j'ai pu documenter ça. Voilà, les gaz lacrymogènes qui ont tué des bébés. Enfin, voilà, c'était quelque chose, quand même, de répression très, très dure. Comment vous pouvez expliquer cette dichotomie, cette différence entre la police et les gendarmes? Franchement, ça m'a choqué le fait qu'on les laisse passer, ils manifestent pacifiquement et de l'autre côté, on tire à balles de caoutchouc. Alors, je ne sais pas comment ça peut être aux Comores, mais c'est pas une dictature qui est très forte en matière de renseignement et d'organisation. Comme vous pouvez avoir, par exemple, au Congo, au Brazza, au Togo, au Maroc, où vous avez vraiment une organisation très fine, on surveille la population, c'est-à-dire on surveille avant même que le manifestant ait le temps de sortir dans la rue. À Madagascar, il y avait quand même une grande désorganisation, c'est-à-dire voilà, les corps étaient contrôlés chacun de son côté, il y avait des milices qui appartenaient à Mamra Tomang, qui était l'homme le plus riche du pays, qui était un peu le marionnettiste du président Radzoel, avec des milices qui étaient encadrées par des gendarmes français. Donc il y avait du monde partout. Et donc ce qui faisait que leurs services de renseignement, ils n'arrivaient pas à contrôler justement la GNZ, ils n'arrivaient pas à infiltrer, ils n'arrivaient pas, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont été finalement dépassés, malgré le manque d'organisation de la GNZ, hein, qui est lié finalement à sa jeunesse, au manque de moyens, parce qu'ils n'étaient pas du tout manipulés par derrière. C'est comme ça que ça a pu perdurer dans le temps, malgré la répression. Et à un moment, les militaires, ils en ont eu marre, ils se sont levés et puis ils ont décidé de prendre, voilà, de se joindre aux manifestants et de prendre leur destin en main. Mais oui, il y a. D'ailleurs, il faut reconnaître un truc, c'est-à-dire, ils ont laissé les journalistes travailler, ce qui est très rare. Moi, souvent, quand je travaille en Afrique, quand je trouve les manifestations, soit tu te fais taper, soit tu te fais effacer les images de ton téléphone. Deux, ce qu'on parlait hors antenne, c'est qu'ils n'ont pas coupé les réseaux sociaux, ce qui est très rare, ce qu'ils avaient fait aux Comores, ce qu'ils avaient fait au Sénégal, ce qu'ils ont fait au Togo. Donc dès que ça chauffe, voilà, ils n'ont pas coupé. Donc il y a une certaine, alors je modère mes propos, mais il y a une certaine tradition de liberté de la presse à Madagascar qui peut-être est due à une tradition et aussi au fait que le régime gérait absolument rien et que c'est complètement bordélique et que voilà, et c'est ça justement qui a permis à la GNZ d'autant se développer et puis d'aller jusqu'au bout. Mais quand même, il ne faut pas oublier que derrière, ce qu'ils étaient incapables de faire en renseignement, ils le compensaient en répression, en tirant à balles réelles, et ça a fait le nombre de morts qu'on sait. Allez-y, Tahir. Tahir, vous avez une question à poser à Thomas. Tahir. Notre ami Tahir. Bonsoir Thomas. Merci de nous faire honneur en participant, en venant nous donner un peu les informations, ce qui se passe sur le continent. Merci beaucoup. Moi, est-ce que vous ne pensez pas que cette manifestation, ce soulèvement aurait été cadré par, ou c'est quelque chose réellement de spontané qu'on n'a pas vu venir, que voilà, la population en elle-même, à un moment donné, elle est submergée et puis s'est lancée? Alors oui, c'est une très bonne question que vous posez là. C'est-à-dire, ça pose la question de la manipulation du mouvement de la GNZ. Moi, je n'étais pas contre, puisqu'on sait qu'il y a certaines révolutions qui se manipulent. Et je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé en 2014 au Burkina Faso était très noble, hein, quand on a renversé Blaise Compaoré. Mais le ballet citoyen était aussi financé par des anciens amis de Blaise Compaoré qui étaient devenus ses opposants et qui avaient tout intérêt à le renverser. La GNZ, c'est pour rien dévoiler aujourd'hui, c'était 4 gamins, dont un est rentré au lycée français en terminale à Antananarive, et qui ont créé ce compte-là dans la suite de ce qui s'est passé au Népal, en Indonésie, et ça a pris. Ça a pris pourquoi? Parce que c'était pas une vieille opposition qui était décrédibilisée. Le fait de ne pas avoir de tête de leader, ça permettait à tout le monde de se sentir concerné et de s'incarner dans des sujets qui touchaient tout le monde finalement. Le manque d'eau, d'électricité, la Jirama, la société d'eau et d'électricité qui était gérée par un Israélien avec énormément de corruption, la corruption, on a beaucoup parlé du président Radzoel, mais aussi on peut parler de Mamra Tomang qui était son marionnettiste, son financier, l'homme le plus riche du pays, qui a fui là, qui est à l'île Maurice. Donc ça a vraiment pris. Ça a vraiment pris et effectivement, à un moment, j'ai cru que leur force, qui était justement ce manque d'incarnation, allait aussi devenir leur faiblesse, puisque ils n'avaient pas d'argent pour tenir, pour organiser les manifestations. Il ne s'agit pas d'aller payer les gens, mais juste pour payer les soins, payer à manger. Alors, il y avait des choses qui se mettaient en place, mais c'était quand même compliqué. C'est une course contre la montre, Thomas? C'est une course contre la montre? Ah, c'était une course contre la montre, parce que et très clairement, quand
malgré toute leur bravoure, au moment où le CAPSAT rejoint les manifestants, les manifestations sont en train de s'affaiblir, très clairement, parce qu'il y a beaucoup de répression, et on pense que Razoel va réussir à en porter la mise, voilà. Mais et c'est effectivement le CAPSAT qui fait basculer ça et qui redonne du courage, voilà, à des gamins qui ont rien, qui se retrouvent face à des gens, des Robocop surarmés qui n'hésitent pas à tirer. Donc non, la manipulation qu'a laissé croire Razoel à un moment en disant oui, il y a une puissance étrangère, en laissant entendre que c'était la France derrière, parce que la France l'a sauvé, mais il ne s'aimait pas, on pourra en parler tout à l'heure. On va oui, on va y revenir. Voilà, mais moi, je les ai rencontrés, les gens de la Gen Z, j'ai vu comment ils fonctionnaient. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune manipulation. C'est juste que, voilà, à un moment, ils ont été le catalyseur de tout un tas de frustrations sur une île qui était vraiment abandonnée tous, voilà. Et notamment de ses gouvernants. Qu'est-ce qui a fait basculer, Thomas, que le CAPSAT rejoindre le manifestant? Est-ce que c'est le nombre de morts ou pas? Qu'est-ce qui a fait basculer? Bien sûr. Oui, bien sûr, la brutalité. Et puis, bon, on voyait plus le bout du tunnel parce que, bon, Razoel voulait faire un troisième mandat. C'était ça, son idée. Il avait commencé à lancer des ballons d'essai. Ensuite, il avait dit qu'il ne se présenterait pas. On s'est dit peut-être qu'on allait laisser encore les 2 ans jusqu'en fin 2027, début 2028, le terme de son mandat. Mais en fait, c'était trop. Il y avait trop de corruption. C'était vraiment... c'est un État qui est complètement privatisé, où tout est privatisé, où tout s'achète, où tout se corrompt. Voilà, il y avait aucune limite dans ça, avec des gens qui s'en mettent plein les poches, à commencer par le président. Et puis voilà, il y a des officiers qui ont vu. Alors, est-ce que c'est véritablement altruiste ou c'est égoïste, qui ont vu l'opportunité de prendre le pouvoir et à un moment de mettre un terme, voilà, à la répression, parce qu'effectivement, il y aurait eu encore tout un tas de morts parce que les gendarmes ne se seraient pas arrêtés. Allez-y, Mohamed Abdou. Mohamed Abdou, si vous avez une question. Allez, Mohamed Abdou, est-ce que tu m'attends? Oui, je t'attends. Bonsoir, si vous avez une question à poser à Thomas. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Ma question, il y a 2 moments qui étaient importants dans cette crise. Quand le président a disparu et au moment aussi quand les militaires ont déclaré qu'ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Les deux moments-là. C'est une longue histoire. Donc, ce qui s'est passé, voilà, donc on peut partir de la journée du samedi 11 octobre où le CAPSAT rejoint les manifestants. Donc, il y a eu des rumeurs qui disaient que Razoel était à l'ambassade de France. Ça, c'est pas vrai. Il n'était pas à l'ambassade de France. Il était au palais et il a essayé toute la nuit de ramener le dernier carré de ses fidèles pour essayer de refaire une offensive. Ce qui a eu lieu, ou au moins une médiation, il y a eu une tentative d'attaque, ou je sais pas, en tout cas une escarmouche devant le CAPSAT le 12 octobre, le dimanche au matin. Et à ce moment-là, les gendarmes qui n'avaient pas envie, qui avaient quand même tiré sur les manifestants, qui n'étaient pas très fiers de ce qu'ils avaient fait et qui n'avaient pas envie de finir lynchés, se sont tous tirés et Razoel s'est retrouvé tout seul. Voilà. À ce moment-là, il veut sortir du pays. Ce que veulent faire les militaires du CAPSAT, d'ailleurs, c'est très clair. C'est comme Ali Bongo au Gabon avec Brice Oligui Nguema. Les militaires du CAPSAT, ils veulent arrêter Razoel et ils veulent le retenir jusqu'à ce qu'ils disent où il a planqué tout son argent à l'étranger, parce qu'il a planqué de l'argent à l'étranger. Et quand il aura rendu 100 ou 200 millions d'euros, on pourra le laisser partir. Et voilà. Sauf que Razoel, il a des relations en France. Alors, il s'aime pas avec Macron. Ça, j'en ai beaucoup parlé. Il s'aime pas du tout pour plusieurs raisons. Razoel a menti à tout le monde et a trahi tout le monde. Et avec la France, effectivement, c'est Sarkozy qui l'a aidé à arriver au pouvoir en 2009. Il s'entend très bien avec Nicolas Sarkozy. Mais avec Macron, c'est plus compliqué pour plusieurs raisons. 1, Razoel s'est rapproché des Russes depuis 2018, depuis son retour au pouvoir. 2, il a refusé à Emmanuel Macron d'installer une base militaire française au nord de Madagascar, donc voilà, c'est la zone qui vous concerne, au niveau de Diego Suarez. Et 3, il y a le problème des îles Éparses, vous savez, ces 5 îlots autour de Madagascar qui appartiennent normalement à Madagascar et que la France refuse de décoloniser. Et Razoel n'a pas lâché sur ce sujet-là, il a continué à revendiquer, ce qui est normal, hein, la souveraineté sur les îles Éparses. Donc, malgré que Macron soit allé en avril 2025, il s'aime pas trop. Par contre, Razoel, il a des très bonnes relations avec Nicolas Sarkozy et l'entourage, et beaucoup soupçonnent qu'il ait donné des commissions occultes à Sarkozy, à son entourage, notamment via l'entourage d'un mec qui s'appelait Gérard Persaud, qui est un ancien cadre de Bouygues, qui était un peu l'homme de toutes les négociations avec les grandes multinationales de Razoel. Donc à ce moment-là, Razoel commence à mettre la pression aux proches de Nicolas Sarkozy, et moi j'ai pu documenter que Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui rentré en prison, donc voilà,
appelle Emmanuel Macron, avec qui ils sont restés très proches. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un lien de proximité entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, d'ailleurs qui est confirmé par le fait que hier, alors que Nicolas Sarkozy partait en prison, il a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. C'est quand même un traitement quand même assez surprenant pour quelqu'un qui est un criminel. Et donc, il convainc de l'exfiltrer. C'est géré complètement, donc le Premier ministre français qui est Sébastien Lecornu, qui est un proche de Sarkozy, gère ça, donc avec l'Élysée. Et la première chose qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent convaincre les militaires du CAPSAT. Donc le conseiller Afrique de Macron, Jérémy Robert, appelle le colonel Rangel Nirine, qui est le chef des mutins et qui doit prendre le pouvoir quelques jours plus tard, et lui dit, bon, nous on va vous soutenir, nous Français on va vous soutenir, mais en échange, vous laissez partir Radzoel. Ok, le chef de mutin, il dit, bon, ok, vous arrangez, parce que ça a été fait avec l'accord des gars du CAPSAT. Donc c'est pour ça qu'ils envoient donc un avion militaire depuis la Réunion. Alors moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais je savais qu'ils étaient idiots à Paris, mais je ne savais pas à quel point ils étaient idiots. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas envoyé un petit Cessna, un petit jet, un truc qui passe inaperçu? Et en fait, l'explication que j'ai eue, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas confiance justement dans cette désorganisation des forces de l'ordre malagasy, où un peu tout le monde faisait ce qu'il veut et des fois, il y a des éléments incontrôlés. Et ils se sont dit, il est possible que là, on atterrisse, parce que quand l'avion est parti, il n'atterrissait pas à Sainte-Marie. Ce n'était pas défini. C'était pas sûr, peut-être c'était à Antananarive ou ailleurs. Donc on va mettre des militaires du 2e RPMA français, donc du régiment de parachutistes basé à La Réunion, avec l'ordre que si on cherche à retenir Radzoel, il faut tirer. Donc les mecs, ils étaient en train de monter une opération où potentiellement ils allaient tirer sur un contingent de l'armée malagasy en territoire de Madagascar pour exfiltrer un mec, un criminel. Voilà, c'était même pas protéger un citoyen français, c'était exfiltrer un criminel, le soustraire à la justice de son pays. Donc ils ont envoyé cet avion, en cours de route, ils ont décidé de faire ça à Sainte-Marie, en se disant que ça passerait crème, que personne ne verrait rien, sauf que bon, tout le monde aujourd'hui a un téléphone, et ça a été filmé, et de là, effectivement, il est parti à Saint-Denis-de-la Réunion, où sur la base Gillot, donc la base militaire de la Réunion, l'attendait un jet privé qui l'a emmené à Dubaï. Et dans le deal, alors effectivement, dans le deal entre les militaires, entre les Français, entre Radzoel et les militaires du CAPSAT, il y avait deux choses. La première chose, c'est que fallait que Radzoel gracie tout un tas de personnes, notamment 2 officiers français qui avaient été mêlés à une histoire de putsch en 2021 et qui étaient... donc ça a été fait. Mais surtout, il fallait que Radzoel, une fois arrivé à Dubaï, démissionne. Et tout le monde, y compris moi je sais, il y a la télé nationale Madagascar, tout le monde attendait la cassette avec la démission le lundi soir de Radzoel. Radzoel avait annoncé qu'il allait parler. Sauf qu'il a envoyé une cassette où il dit « je démissionne pas ». Et donc ça a foutu en pétard les militaires du CAPSAT, qui ont dit aux Français, mais attendez, vous nous avez fait sortir le type avec la garantie qu'il allait nous embêter, et vous n'avez rien fait. Voilà. Et donc, du coup, les militaires du CAPSAT ainsi que l'Assemblée nationale de Madagascar ont dû destituer le type officiellement. Bon, évidemment, il contrôlait plus rien. C'était un peu, bon, la comparaison n'est pas raison, mais c'était un peu Hitler dans son bunker en mai 45 en train de déplacer des armées imaginaires. Enfin, il était dans un autre monde. Et les Français, comme d'habitude. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a sorti un type qui a passé son temps à nous trahir, hein, à trahir les Français, à trahir Macron. Pourquoi on l'a sauvé, si ce n'est parce qu'il y a eu des arrangements mafieux. Et ces arrangements mafieux concernent notamment les liens entre Radzoel et Nicolas Sarkozy, parce que Macron, il n'en avait absolument rien à cirer. Il faut dire que lui, ce jour-là, il voulait aller à Sharm el-Sheikh, s'occuper des histoires du Hamas et de Israël. C'était absolument pas son problème. Il a dit oui pour contenter l'entourage de Nicolas Sarkozy, mais ça ne lui pas. Donc voilà, c'est un peu ça, toute l'histoire. Mais il faut quand même se rendre compte que les Français, ils étaient... pour finir, le dimanche soir, donc il y a eu une sorte de conf call, donc par visio entre l'entourage de Radzoel, donc c'était la directrice de cabinet, et les chancelleries occidentales, françaises, allemandes, anglaises, américaines. Et la directrice de cabinet, Lova Rinel, dit aux ambassades, bon, mais Radzoel, il est toujours à Madagascar, il est dans les sous-sols de son palais, il organise la résistance, il est toujours président. Alors que le mec, il est dans l'avion militaire français. Et donc, tous les Allemands, les Anglais, ils y croient pas trop. Ils disent non mais vous êtes sûr et tout ça, machin. Et l'ambassadeur de France, il dit si, il est bien la présidence de Madagascar. Donc on a menti à tout le monde dans cette histoire pour gagner quoi ? Pourquoi c'est le vous ? Parce que c'est un arrangement mafieux. Je pense qu'en fait tout le monde se tient. En fait, faut pas chercher les choses forcément par la réelle politique. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt de réelle politique à faire ça. On aurait pu très bien dire vous gardez Radzoel, nous on lui donne une assistance consulaire parce qu'il est français. Et encore. Quand c'est des gens qui sont binationaux, par exemple, si moi je suis franco-comorien, je suis arrêté demain aux Comores, on peut me refuser
l'assistance consulaire parce que j'ai la nationalité comorienne. Ça s'est passé, moi j'ai eu des cas d'opposants franco-togolais qui étaient arrêtés au Togo. On leur a pas donné une visite consulaire, hein, juste l'assistance consulaire, parce qu'ils étaient togolais, on considérait qu'ils relevaient du droit togolais et qu'ils étaient libérés de leur double nationalité. On aurait pu très bien laisser Radzoel en prison, il ne serait rien arrivé, hein, il l'aurait capturé, il aurait fait cracher ses numéros de compte bancaire et dire au CAPSAT, on vous soutient. Mais il a fallu voilà, sortir un gars qui aurait pu très bien faire comme Kadhafi et se mettre à balancer les affaires de mallette ou les affaires de corruption. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire du téléphérique d'Antananarive, qui a été construit pour 150 millions d'euros donnés par le contribuable, prêtés par le contribuable français, mais ça va sans doute être effacé, construit par une filiale de Bouygues, donc Bouygues toujours proche de Nicolas Sarkozy, qui marche plus parce qu'il était insoné, mais qui était complètement inutile, qui était trop cher. Ça coûte 3000 ariari juste l'aller, c'est-à-dire 60 centimes d'euros, alors que c'est à la limite, c'est ce que les gens ils ont à manger pour 2 jours. Et c'était des éléphants blancs qu'on faisait avec évidemment des mécanismes de commission, de rétrocommission, de mallette, enfin voilà, c'était tout ça. Donc, moi je pense que c'est justement ça. Et on s'est dit, ça va passer crème, personne va être au courant, personne va filmer, et hop, on s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, et une fois de plus, on s'est fait humilier, et moi franchement, je suis fasciné et admiratif de la lucidité du peuple de Madagascar, qui sait très bien faire la différence entre les politiques français et la politique africaine de la France, et les simples citoyens français qui vivent avec eux. Parce que moi, si on était venu m'enlever, faire fuir un président qui avait tué ma famille ou mon peuple et tout ça, je suis pas sûr que j'aurais pas brûlé l'ambassade après. Voilà, on sait jamais, parce que franchement, moi j'admire leur lucidité, leur courage. C'est quelque chose et après quand j'ai lu les articles dégueulasses de TV5 Monde qui disaient pancartes anti-françaises dans les manifestations à Antananarive. Déjà, c'est pas des pancartes anti-françaises, c'est des pancartes contre la politique française. Et 2, en fait, on l'a bien cherché quand même. Hein. Franchement, on l'a mérité. Très bien. Monsieur Thomas, quand vous êtes sur le terrain, les peuples vous disent quoi en fait? Est-ce qu'ils vous disent que voilà la France-Afrique? Dès que le peuple essaye de se soulever contre les corrompus, les gens qui leur font du mal, eh bien, l'ancienne puissance coloniale essaye aussi de sauver la tête de ces gens-là. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Alors, j'ai pu constater que par rapport à l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, la colère contre la politique française est moins importante dans les manifestations. C'est pas ça qui est le ciment des manifestations à Madagascar. C'était très clairement l'eau, l'électricité, les conditions de vie, la misère, pas de santé, pas d'éducation, pas de route, les grands projets de corruption. Finalement, la France-Afrique est venue en second. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de France-Afrique à Madagascar. C'est vraiment, je sortirai une enquête bientôt, il y a des vieilles mafias corses, pègres marseillaises qui sont présentes, qui contrôlent les bars de nuit, les boîtes de nuit, les restaurants, qui sont même dans l'entourage de Radzoel et de Ravatoman, qui sont très présents. On a l'impression d'être comme 20 ans en arrière, dans une sorte de Jurassic Park de la colonisation. Mais c'est pas très présent. Cette colère est moins forte qu'elle ne l'est en Afrique de l'Ouest, où pendant 10 ans, les gens ont eu à supporter la présence militaire française massive avec aucune amélioration. Les djihadistes continuaient à avancer. C'était moins clair. Là, c'était vraiment des revendications entre guillemets malagasy, qui concernaient Madagascar. Et après, effectivement, en second temps, plus rarement on entendait parler du lien de la France et de Madagascar. Voilà. Mais c'est clair qu'en faisant des bêtises pareilles, en exfiltrant un criminel, parce que moi j'ai pas d'autres mots, en faisant fuir, oui, on va s'attirer la colère du peuple de Madagascar, en tout cas contre les dirigeants, et on l'aura cherché, parce qu'on a l'impression qu'on est revenu en 1979 où on amenait David Dacko en Centrafrique dans la soupe de l'avion militaire français pour renverser Bokassa. On est en 2025 et c'est complètement lunaire. D'ailleurs, moi, j'avais l'info, j'avais travaillé sur ça et je pense que moi, ce qui me retenait, c'était de me dire, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas pu faire ça. Ils sont quand même pas bêtes et idiots à ce point-là. Ils sont pas allés chercher un mec en avion militaire, en gros avion militaire français. En plus, Sainte-Marie, c'est un tout petit coin, c'est une île paradisiaque. Un gros porteur qui atterrit sur la piste, c'est quand même visible. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, ils sont venus exfiltrer des barbouzes français, ou alors ils sont venus amener des mecs du 2e RPIMA pour aller sécuriser l'ambassade. Enfin, voilà, j'ai cherché plein d'explications, alors qu'en fait, tout concordait et tout
ramenait à dire que c'était Razoel qui l'avait mis à l'intérieur. Mais pour moi, c'était incroyable. Je me suis dit, ils sont pas bêtes à ce point-là. Mais ça montre bien, pour finir là-dessus, la déliquescence de la classe politique française, le manque d'organisation absolue, puisqu'on n'a même pas de gouvernement en ce moment, qui a fait qu'on a monté cette opération de pied nickelé et qu'on s'est fait toper. Ah, très clairement, on s'est fait toper alors que ça aurait pas dû. Et voilà, bah, bien fait pour nous. Hein. Monsieur Thomas, on a vu le lendemain, lors de son discours, on a vu que monsieur Andry Rajoelina n'a pas démissionné. Et cela montre que c'est à cause de ça que peut-être il a eu des garanties de Paris ou des pays occidentaux ou des pays africains, parce qu'il a même déclaré dans le même moment qu'il a reçu, il a eu des propositions de la part de l'Éthiopie d'envoyer des militaires pour le protéger et le libérer. Bon, je pense les propositions, elles étaient surtout dans sa tête. Non, moi je ne pense pas que les Français étaient forcément de mèche sur cette histoire-là. Ils devaient démissionner une fois à Dubaï. De toute façon, c'était évident. Hein. Je veux dire, tu ne contrôles pas un pays de l'extérieur. Mais c'est un mec qui a toujours trahi tout le monde et qui a toujours manqué à sa parole, qui est connu pour ça. Donc, qu'il ait trahi les Français, vous pouvez l'accord, moi ça ne m'étonne pas. Et puis, bien fait pour les Français, parce qu'ils devraient quand même. Ils ont sauvé un type qui a passé des années à leur être infidèle, qui s'est fait financer par les Russes, qui a refusé de leur mettre une base militaire. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que on se fait, quand je réfléchis du point de vue de la réelle politique, hein, moi je prends pas du tout parti, mais on se fait humilier par un type. Il est même pas loyal vis-à-vis de nous. Et le jour où il est dans les difficultés, on doit le sortir en catastrophe. Alors honnêtement, il aurait pu très bien trouver un jet privé, partir, sortir de Madagascar, se cacher. Enfin voilà, il y avait 1001 solutions qui auraient pu être faites. Il avait de l'argent, ça aurait pu être très simple, comme Mme Ravatoman quand il est parti vers l'île Maurice. Mais il a fallu que nous, on se mouille jusqu'au cou pour un type qui nous a trahis et qui nous a fait des infidélités. Et ça montre bien ce qu'on est devenu, nous, Français. Hein. On est devenu même plus une puissance moyenne, une puissance médiocre, qui se fait mener par le bout du nez par les autocrates, y compris par Azali aux Comores et tous les autocrates, où on hésite. Oui, on pourra venir dessus. Voilà, c'est pareil qu'au Togo, où Faure Gnassingbé a laissé entendre que c'était la France qui était derrière les manifestants, juste pour que la France le soutienne. Voilà, donc en fait, on a inversé la relation. Il n'y a plus aujourd'hui de valet de la France-Afrique. Ce n'est pas l'Élysée qui commande et les pays africains qui obéissent. Moi, je crois même que la relation s'est inversée. C'est les autocrates qui nous mènent par le bout du nez et qui nous disent que si tu ne fais pas ce qu'on veut, ben, on va balancer les dossiers compromettants, on va aller voir les Russes. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Madagascar. Très bien. Allez-y, Tahir. Tahir, enlève le micro. Oui, Thomas. Tahir, allez-y. Hein. Enlève le micro, Tahir. Il faut qu'il l'enlève lui-même. Oui. Mohamed Abdou. Thomas, que pensez-vous de l'empressement des autorités, des nouvelles autorités malgaches à faire l'investiture très rapidement? Il y avait une crainte derrière, selon vous? Qu'est-ce que vous voyez derrière tout ça? Ça vous a pas interpellé? Oh, je pense que de toute façon, c'était une sorte de course contre la montre. C'est-à-dire, ils étaient assez nombreux au CAPSAT à quand même tenter le coup d'État, hein, très clairement. Pas appeler ça autrement. Alors, à Zoël, il y a des coups d'État qui sont légitimes et très populaires. Hein, voilà, ça n'empêche pas. Donc, je pense qu'il y a eu des dissensions. À un moment, il y a eu un autre général qui s'appelle Lillison, René de Roland, qui aurait bien voulu devenir président. Finalement, c'est Randjanirin qui a devenu président. C'était une manière d'asseoir très vite sa légitimité, de tourner la page de l'ancien régime, même si Razoel, il aurait plus rien faire, il était complètement abandonné à Dubaï, mais c'était surtout par rapport aux autres militaires du CAPSAT à prendre le pouvoir et à éviter un contre-coup, parce que dans ces moments-là, on n'est pas à l'abri que tel ou tel militaire qui est considéré qu'il aurait dû avoir sa part du gâteau, décide de renverser celui qui vient prendre le pouvoir. Ça s'est déjà vu dans l'histoire. Donc voilà, je pense que c'était ça. Alors maintenant, toute la question, effectivement, c'est la captation du soulèvement de la GNZ par les militaires. Effectivement, la GNZ, de par justement son manque d'incarnation, est mise de côté, très clairement, est mise de côté au profit des militaires et au profit d'une vieille classe politique qui est complètement décrédibilisée. On a vu sur la place du 13 mai, l'ancien président Marc Ravalomanan, enfin voilà, tout un tas de gens qui ont toujours fait partie du problème plutôt que des solutions à Madagascar. Et ça, c'est véritablement le
le problème. C'est-à-dire que c'est très noble ce qu'ils ont fait, la Gen Z, et c'est héroïque et courageux. Le problème, c'est qu'ils ne sont aujourd'hui, de facto, pas associés aux décisions et qu'ils ont peur de se faire voler leur révolution. Je ne crois pas, mais je peux me tromper, qu'on soit dans un cas à la Doumbouya en Guinée où un autocrate complètement sanguinaire arrive et met une chape de plomb sur le pays. Je crois que Grandji Anirine a l'air plutôt, je l'ai rencontré plutôt équilibré, courageux, conscient de ce qu'il doit aussi à la jeunesse malagasse. Mais bon, vous savez comme moi que le pouvoir rend fou et que des gens qui étaient des héros à un moment deviennent des salauds. Ça, malheureusement, c'est l'histoire éternelle du monde que voilà, le pouvoir monte à la tête. Avant que je donne à Mohamed Abdou la parole, nous, en 2024, on a connu presque les mêmes revendications des jeunesses. Qu'est-ce qui a fait qu'à Madagascar, ça a marché ou comment ça n'a pas marché? Parce qu'on a vu qu'en 2024, pendant les élections, les jeunesses comoriens aussi ils sont descendus dans la rue et ça n'a pas marché. Comment expliquer ces deux comparaisons, Thomas? Écoute, moi je connais mal les Comores, donc j'ai pas vécu ce moment-là, donc j'évite de parler sur ce que je connais pas. Vous avez quand même, j'ai l'impression, mais vous me corrigez, qu'il y a un appareil répressif très fort aux Comores aussi. C'est-à-dire que voilà, la répression a été faite et que peut-être il y a eu moins de dissension dans les forces de l'ordre, une capacité plus grande de renseignement qui est aussi liée. C'est un plus petite, ce sont des îles plus petites, il y a moins de population, donc on peut plus facilement contrôler la population. À Madagascar, effectivement, la désorganisation a favorisé le mouvement. Et puis, il y a aussi un phénomène mondial. Alors, on verra si ça a perduré dans le temps avec la Gen Z qui s'est développée au Népal, en Indonésie. Ça peut paraître très loin et qui a été récupéré à Madagascar et qui a pu bénéficier d'une certaine liberté de parole. C'est-à-dire les gens, c'est peut-être différent comment. Les gens n'avaient pas peur de dire que Razoel était un salaud. Ils avaient peut-être peur d'aller en manifestation, ce qui est logique, ils n'avaient pas envie de se prendre une balle, mais tout le monde était plus ou moins d'accord. Vous allez dans d'autres pays, les gens ont peur même de parler de politique ou de dire que le président est un sanguinaire, est un tyran. Voilà, ça, il y avait une certaine liberté d'expression qui est là, avec une certaine presse qui couvrait aussi les événements, le fait de couvrir les événements par une presse permettait aussi aux gendarmes qui avaient envie de tirer dans le tas de se contrôler et que la répression soit pas encore plus sanglante qu'elle ne l'était déjà. Donc il y a eu tous ces éléments qui ont fait ça. Et puis bon, une immense fatigue. Le président Razoel est là vous allez me dire il est là depuis 2016, mais Razoel était là depuis 2018 avec beaucoup d'espoir qui était mis en lui, espoir déçu. Et voilà, il y avait une vous interrogez les Malagasy, même ceux qui manifestaient pas, hein, que vous croisiez dans la rue, dans les restaurants, dans les hôtels, dans tout, les gens étaient fatigués, il y avait un ras-le-bol contre Razoel, voilà. Et c'est peut-être ça la différence. Mais je crois que de toute façon, c'est peut-être pour les Comores, ça viendra tôt ou tard. C'est-à-dire, les dictateurs souvent se croient éternels, et c'est au moment où ils s'y attendent le moins que les choses explosent. Voilà, je peux parler du Togo où Faure Gnassingbé n'a pas du tout vu la révolte venir, mais souvent c'est très difficile parce que vous avez en face des machines répressives avec la complicité de la communauté internationale et en l'occurrence de la France. Coopération sécuritaire, coopération militaire. Vous savez que Azali, il aime bien jouer sur les tensions migratoires pour faire du chantage. Donc il va faire jouer ce chantage à plein en disant si vous soutenez pas, moi je vais vous envoyer tant de dizaines de milliers de personnes et puis voilà, on va laisser passer les kwassa. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est du chantage. Erdogan l'a fait à un moment en Turquie avec l'Union européenne, c'est le vieux jeu des dictateurs. Donc aidez-moi, ne me sanctionnez pas et tout ira bien. Voilà, donc c'est effectivement très très compliqué de votre côté, malgré que j'imagine, et je le sais, qu'il y ait un ras-le-bol général par rapport à un pouvoir qui est confisqué de manière autoritaire, un pouvoir qui a détruit les histoires de présidence tournantes, etc. Voilà, c'est quand même assez terrible. Monsieur Thomas, Mohamed, juste Seydassan, quelques secondes. Monsieur Thomas, est-ce que vous êtes convaincu, parce que la plupart des Comoriens disent que si le président Zali il est au pouvoir jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il est protégé par Paris, par l'Élysée? Ouais, sans doute. Oui. De toute façon, Paris, Macron a toujours. Alors, effectivement, il y a les débats sur Mayotte, mais
pour moi, c'est des débats qui n'ont pas forcément de sens. Je comprends très bien qu'il y ait une revendication, mais en tout cas, bon, Mayotte pour l'instant, voilà, et française, je ne me place pas du tout. Moi, je suis tout à fait favorable à la décolonisation, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce débat-là, non, on est très content. En fait, je parlais de la faiblesse française, c'est-à-dire on est devenu faible, on a peur. Leur peur à Paris, c'est que tel ou tel dictateur aille voir les Russes, ou aille voir les Turcs, ou aille voir les Chinois. Donc on est prêt à faire n'importe quoi pour les soutenir. Et c'est le cas de Azali. Parce que c'est notre pilier, je pense qu'il est beaucoup plus fidèle que Razoel à la France, et que finalement il a toujours été soutenu. Il n'y a eu aucune répercussion à ce qui s'est passé en 2024. De tout temps, c'est ingéré dans les histoires des Comores. Je ne vais pas parler de Bob Denard. Moi, j'ai un souvenir assez ému parce que j'ai connu l'histoire de 2013, vous savez, avec le Français qui s'appelait Patrick Klein, qui avait tenté de faire un coup d'État. Parce que j'avais des connaissances tchadiennes qui avaient été embauchées pour aller là-bas. J'avais appris ce truc-là. Je n'étais pas encore journaliste, j'étais gamin, j'avais 22-23 ans. Et les mecs tchadiens, ils étaient allés, ils s'étaient fait passer pour des ouvriers agricoles. Ensuite, ils étaient revenus. Il y en avait d'autres, une petite partie qui était venue avec des Congolais, ils s'étaient fait choper. Et le Patrick Klein avait pu se tailler avec l'aide de l'ambassade de France. Et d'ailleurs, toutes les procédures, la procédure en France qui avait été initiée, je crois, par Saïd Larifou à l'époque, voilà, avait été complètement étouffée dans l'œuf parce que voilà, c'était la France-Afrique et qu'à un moment, ce type-là avait plus ou moins un blanc-seing de la DGSE pour dire on y va. Donc on continue. Moi, ça me fait rigoler quand on dit la France-Afrique est morte. Super, ok, la France-Afrique est morte. Là, vous voyez ce qui s'est passé au Madagascar. Là, vous pensez vraiment qu'en envoyant un avion militaire français exfiltrer le président, la France-Afrique est morte? Non, ça continuera. Et en fait, comme dit, les présidents aujourd'hui, les dictateurs ont la main. Parce qu'à l'époque, vous plaisiez pas à Paris. En tant que tyran, vous étiez renversé et puis on vous dégageait. Maintenant, vous avez c'est vous qui avez mené la danse, c'est vous qui avez pris la main. Vous dites, moi, je vais aller voir les Turcs, je vais aller voir les Russes, je vais aller voir les Chinois si tu ne me soutiens pas. Et donc, à Paris, on soutient tout le monde, tous ceux qui nous restent. Et Azali, malheureusement, en fait partie. Voilà. Mohamed Abdou. Allez-y, Mohamed Abdou. Oui, comment vous voyez les relations du nouveau pouvoir à Madagascar avec la France? Alors, les gens qui sont très contents du coup d'État, c'est les Américains. Parce que les Américains, ils n'ont pas supporté le rapprochement de Razoel avec les Russes et ils n'ont pas supporté le coup des Boeing, vous savez, les Boeing qui ont été immatriculés à Madagascar et qui ont été refilés à l'Iran. Alors ça, les Américains, tu peux tout faire, mais l'Iran, faut mieux pas s'y toucher, c'est la ligne rouge. Donc, ils sont très contents. Ça ne veut pas dire que ça a été fomenté. Moi, je ne crois pas au fait que ça a été fomenté par une puissance étrangère. C'est quelque chose qui s'est fait à Madagascar par les officiers de Malagas. Que ça a été récupéré, ça c'est clair. Donc, les Américains sont très contents. Les Russes entretiennent de bonnes relations. Et les Français, a priori, voilà, pour l'instant, en tout cas, on n'est pas dans une configuration du Burkina Faso, du Mali, où on va dire, la France. Alors, si vous avez entendu, les militaires du Cap-SAT, depuis une semaine, n'ont fait aucune déclaration pour dire que quand même, c'était pas génial qu'on soit venu chercher l'ancien président sur leur sol sans autorisation pour le faire évader. Ce qui montre bien que tout ça a été plutôt truc. Mais comme je vous ai dit, les militaires du Cap-SAT sont quand même fâchés contre la France parce que dans le deal qui avait été conclu, il fallait sortir Razoel et Razoel devait démissionner. Or, Razoel n'a pas démissionné, ce qui a quand même un peu compliqué les choses parce que les militaires du Cap-SAT voulaient vraiment se parer de toute la légalité possible. Et le mec allait démissionner, on allait mettre un prêt. Donc, ils ont forcé un peu la main aux militaires qui, du coup, ont dû réunir l'Assemblée pour le destituer, faire une déclaration officielle, forcer l'investiture. Ça n'a quand même pas été simple. Donc, il y a quand même une méfiance vis-à-vis des militaires du Cap-SAT qui considèrent que la France est un partenaire absolument pas fiable. Mais on ne sera pas dans un grand changement tel qu'on a vu au Sahel. Moi, je pense que la force, justement, de tous ces régimes, c'est de parler avec tout le monde. Je veux dire, c'est-à-dire vous parlez avec les Chinois, les Russes, les Turcs, vous mettez tout le monde en concurrence, mais la seule chose, c'est que ça doit être fait pour le bien du peuple, pas pour le bien d'un homme. Et souvent, ces autocrates, ils le font pour leur propre bien, pour rester au pouvoir. Alors que si on met tout le monde en concurrence, on peut avoir des meilleurs contrats, des meilleures rentrées d'argent avec les multinationales. On peut ne pas être dérangé par des ingérences étrangères. C'est toujours ça. Et ça, effectivement, il faut des militaires qui soient conscients de ça et qui se débarrassent. Et c'est vraiment l'enjeu à Madagascar de ces mafias qui sont vraiment présentes et qui captent toute l'économie, que ce soit la vanille, que ce soit les mines, que ce soit tous les secteurs et tout ça, sont vraiment captés par des mafias. Et ça, je pense que ça sera très compliqué pour Andjanirin.
toute la bonne volonté du monde de se débarrasser en un claquement de doigts de l'ensemble de ces rapaces qui rôdent autour de Madagascar. Allez-y, Tahir. Tahir, allez-y. Voilà le mouvement depuis l'avènement de l'AES, des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les Africains, majoritairement, surtout les Africains francophones, ressentent une certaine forme de liberté et ils ont la tête tournée vers ces pays-là. Penseriez-vous que ce mouvement va se dupliquer un peu partout en Afrique francophone, ou c'est juste un mouvement qui s'arrête juste au niveau de l'AES en Afrique de l'Ouest? Non, je pense que de toute façon, la volonté de mettre fin à une tutelle néocoloniale et une tutelle néocoloniale française est extrêmement présente, y compris dans des pays dont les dirigeants restent alliés des Français, que ce soit le Bénin ou la Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Peut-être, je ne sais pas s'il faut imiter le modèle de l'AES. Voilà, effectivement, il y a eu un retour du panafricanisme, il y a un retour à la souveraineté, mais en même temps, il y a quand même une autocratie qui est là. Et voilà, qu'on ne peut pas contester avec au Burkina Faso, des disparitions, des choses qui sont peut-être pas normales et qu'on ne doit pas cautionner juste parce que voilà, un président a dit au revoir à la France. C'est le cas par exemple du Tchad. Mamad Déby a été le valet de la France, mis en place par la France. Il a dit au revoir à la France. Ça reste pas moins un criminel de la pire espèce qui n'hésite pas à opprimer son peuple. Par contre, il y a beaucoup de choses positives qui se passent. C'est-à-dire, il y a vraiment une prise de conscience. Moi, que j'ai vu depuis plusieurs années sur le continent africain qui a été amplifiée par les réseaux sociaux. Voilà, de tout le mal que la France a fait au cours de son histoire récente et au cours de ce qu'on appelle la France-Afrique, et on a envie que ça cesse, et ça c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal, et contrairement à ce qu'on raconte dans les médias français, c'est pas manipulé par les Russes, c'est toujours le biais raciste de dire ah oui mais les Africains ils sont incapables de penser par eux-mêmes, c'est toujours un marionnettiste qui doit être derrière. Non, c'est il y a vraiment un sentiment qui est là, mais qui remonte d'ailleurs à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire dans les années 2000 où la France a fait un peu n'importe quoi. Et donc oui, ça peut s'étendre. Alors après, effectivement, il y a eu des déclarations. Madagascar doit-il rejoindre l'AES? L'AES, ils en ont absolument rien à cirer de Madagascar parce qu'il y a un éloignement géographique. Ce qui intéresse l'AES, c'est d'avoir un accès à la mer. Parce qu'effectivement, ils sont enclavés. C'est pour ça qu'ils ont des relations très ambivalentes avec Doumbouya en Guinée et Fornia Simbe au Togo. Et ce qui les intéresse aussi, c'est la Côte d'Ivoire parce que Ouattara est quand même leur étalon du Bénin, sont quand même leur grand ennemi. Mais effectivement, qu'il y ait une volonté, y compris à Madagascar, de se débarrasser du reste de France-Afrique qui est encore présent, de ces mafias. Et quand j'ai parlé des mafias, je ne parle pas seulement des mafias malagasy, je parlais de Mame Ravatomang qui était le milliardaire, l'homme le plus riche du pays. Il était proche des Français. Alors, il faut se souvenir de l'histoire. Mame Ravatomang avait une enquête du parquet national financier français aux fesses pour des affaires de corruption, de trafic de bois rose. Et Mame Ravatomang a prêté son avion pour faire évader du Japon Carlos Ghosn, qui était le PDG de Renault, qui était empêtré dans des affaires de corruption, qui étaient arrêtées au Japon. Et bizarrement, comme par magie, ces affaires du parquet national financier se sont arrêtées et Ravatomang était, jusqu'au renversement à Roswell et sa fuite à l'île Maurice, était entouré d'anciens gendarmes français, avait constitué une milice privée. Donc moi, je trouve ça tout à fait noble de vouloir en finir avec ça. Voilà, surtout, bon, Ravatomang, le seul truc qu'il n'a pas calculé, c'est qu'il a trempé dans l'affaire des Boeing, et là, les Américains lui ont mis la main dessus via l'île Maurice, et à mon avis, ça risque d'être très très chaud pour lui. Je pense que vraiment, c'était vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux en matière de corruption, mais les conneries avec l'Iran, avec les Américains, ils aiment vraiment pas. Il faut vraiment éviter, parce que ça t'amène vraiment des problèmes. Très bien. Allez, Ahmed Hassan. Monsieur Thomas, ça fait plusieurs années, depuis 6 ans, les Comoriens manifestent chaque week-end à Paris, notamment place de la République, mais les médias français n'en parlent pas. Selon vous, pourquoi? Est-ce que c'est cette France-Afrique qui veut étouffer la majorité au profit de minorités? Oui, alors déjà, il y a un truc de racisme. Ça, très clairement, il y a un racisme énorme des médias français. Il y a un désintérêt de la France, de la classe politique française vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique, y compris à gauche, y compris la France insoumise, qui pour moi n'est pas à la hauteur du moment. En fait, Mélenchon, il est très bien capable de se rendre compte que les Américains
font des ingérences en Amérique du Sud, mais il est incapable de se rendre compte que nous, Français, on fait la même chose en Afrique subsaharienne. Donc, il y a une classe politique qui se désintéresse en extrême majorité de l'Afrique, à part pour faire des affaires et pour transporter des mallettes. Ça marche bien toujours. Donc, effectivement, on l'a vu, Madagascar, je veux dire, dans une démocratie qui fonctionne, l'exfiltration sur nos impôts, donc tout ça a été payé par nos impôts, d'un président corrompu, sanguinaire par un avion militaire français, on aurait une commission d'enquête. Là, rien, zéro, 2, 3 petites réactions, et puis on passe à autre chose. Voilà, et c'est pareil pour les Comores. Moi, je salue les gens qui manifestent à Paris, et encore plus. Ça fait 6 ans qu'ils manifestent. Encore plus aux Comores, parce qu'il faut du courage face à la réalisation. Thomas, excusez-moi, surtout ni le média, ni les autorités françaises n'ont jamais écouté la diaspora comorienne qui manifeste tous les week-ends à Paris, au cœur de Paris. Et pourtant, selon la Banque centrale, la diaspora a apporté 150 milliards cette année, 160 milliards. Oui, oui, c'est 350. Il y a 350 000 franco-comoriens, comoriens qui sont en France, et on se souvient d'eux quand il y a des campagnes électorales, quand il faut aller voter au municipal. Là, vous allez voir l'année prochaine à Marseille, les mecs ils vont venir, vous nous intéressez. Et ça, c'est moi, ça me révulse. De toute façon, ça fait des années. Je suis tout à fait d'accord qu'on parle de la Palestine. Il y a un génocide en Palestine. Il y a tout ce qui, voilà, pas de problème. Mais on oublie ce qui se passe en Afrique subsaharienne et dont nous sommes les premiers responsables. Nous, Français. Effectivement, Israël, ce sont les premiers responsables de ce qui se passe en Palestine. Bon, on ne peut pas y faire grand-chose. Moi, je ne suis pas israélien. Mais par contre, nous, Français, on peut avoir un impact direct sur ce qui se passe en Afrique. Si demain, on dit à Azali, on coupe la coopération sécuritaire militaire, on arrête les faux financements de l'AFD, l'Agence française de développement, qui sont détournés pour se mettre dans les poches de la classe au pouvoir, je peux vous dire que ça aura un véritable effet. Voilà, on laisse faire des sanctions, on laisse les procédures judiciaires qui sont faites, par exemple pour les biens mal acquis. Je ne sais pas s'il y en a concernant la famille d'Azali en France, mais voilà, on fait avancer le schmilblick. Il ne s'agit pas de faire de l'ingérence et que la France décide de renverser Azali. Personne ne demande ça. Et les Comoriens, je crois, demandent juste qu'on laisse les Comoriens décider de leur destin et que nous, Français, on arrête de soutenir un dictateur, un criminel. Voilà, c'est juste ça. Et c'est pareil dans les autres pays africains. Voilà, on parle, qu'on voyait ce qui se passe à l'est de la RDC, où la France a un rôle en soutenant le Rwanda. On n'en parle pas, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Allez-y, Tahir, on va rester sur le Comore. Allez-y, Tahir. Allez-y, Tahir. Tahir, on t'écoute. Allez-y, on va rester sur le Comore. C'est le micro des fois qui ne veut pas se débloquer, en fait. Ouais, monsieur Thomas. Allez-y. Ouais. Monsieur Thomas, certains Comoriens pensent que la France y est pour quelque chose pour la misère du territoire comorien, du moins du reste du territoire comorien, puisque selon les législations internationales, Mayotte fait partie intégrante des 4 îles de Comores. Et donc, nous, certains Comoriens pensent que la misère, la pauvreté qui règne, la France y contribue. Je m'en explique, puisque la vision est celle-là. C'est que si le reste des Comores se développe, les Mahorais, à un moment donné, peuvent avoir l'idée, se poser la question, à quoi bon d'être sous la domination française, alors que nos frères, ils s'en sortent pas mal. Et cela s'explique aussi par le fait que certains jeunes Comoriens, très jeunes, qui ont été, des parents comoriens, excusez-moi, qui ont été expulsés de l'île de Mayotte, et leurs enfants, ils sont restés sur place, ils n'ont jamais été scolarisés. Est-ce que n'est-il pas une politique voulue, volontaire, pour que ces enfants deviennent des problèmes vis-à-vis du peuple, de la population mahoraise en question, puisque c'est le sujet, au fait. Souvent, on parle de délinquance, beaucoup de délinquance qui viennent des autres îles, sachant que ces enfants-là ont grandi sur le territoire mahorais et qui n'ont pas été scolarisés. Donc, la France ne respecte pas quelque part sur le territoire mahorais les textes, les lois internationaux qui disent qu'un enfant doit être scolarisé. Voilà, c'est ça ce que je... Oui. Et je reviens encore sur cette pauvreté.
dire qu'on a vu beaucoup de choses, notamment par l'électricité, notamment, il y a toujours un sabotage là-dessus. Et il est inconcevable que ce sont des Comoriens. Bon, je dis pas que ce sont pas les Comoriens qui posent les actes de sabotage, hein, mais derrière, il y a quelqu'un qui tire la ficelle. Qui est-il, ce quelqu'un? Est-il un pays? Est-il une personne? Mais en tout cas, le devenir de Comores, beaucoup de Comoriens pensent que la France a la même mise. Très bien, allez-y. Alors, effectivement, c'est très vrai ce que vous dites, et moi, sur effectivement la question de décolonisation, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et sur l'indignité de ce qui se passe à Mayotte, où on a supprimé l'aide médicale d'État, on a supprimé le droit du sol. On considère que voilà, les gens qui viennent des Comores, comme si c'était des sous-hommes, ça fait partie du racisme colonial de la République, qui est vraiment pas beau à voir. Et malheureusement, tout le monde ici s'en fout comme de l'an 40, et c'est bien malheureux. Ce que vous dites est effectivement très vrai. Alors, il faut peut-être pas. Souvent, on a tendance à voir, on se dit, ouais, la France, c'est le grand méchant qui manipule tout, le croque-mitaine qui, voilà. J'ai toujours tendance à dire que déjà, il y a souvent des réseaux français qui s'affrontent. On l'a vu dans l'affaire de l'évasion d'André Craswell, c'est des réseaux français qui sont pas forcément d'accord. Et j'aime toujours la phrase de Rocard qui dit: il faut toujours préférer la connerie au complot. Le complot demande un esprit rare. Et en ce moment, en France, on n'a pas forcément beaucoup d'esprits rares qui sont au gouvernement. Par contre, ce qui a été fait, effectivement, l'organisation de la pauvreté aux Comores, mais ça c'est très clair. C'est-à-dire, quand vous avez eu Bob Denard qui était là, il n'était pas là pour le bien des Comoriens. Quand on maintient un mec comme Azali au pouvoir et qui n'en a cure du développement de son peuple et qui s'en met plein les poches avec la corruption, comment s'étonner derrière que après des gens prennent les kwassa pour aller chercher une vie meilleure? On n'a pas les condamnés. Et c'est pareil partout en Afrique. Moi, je dis déjà, supprimons, permettons au peuple de choisir leur destin, arrêtons de soutenir des dictateurs et vous verrez que ça ira beaucoup mieux et que les gens auront envie de rester chez eux parce que il y aura peut-être moins de corruption, il y aura plus d'opportunités, il y aura plein de choses. Et par ailleurs, vous avez une chose très importante, on a quand même imposé à des pays comme les Comores, des pays en voie de développement, des accords économiques absolument inégalitaires qui ont fait que ça a détruit les embryons d'industrie naissante. C'est tout ce qui a été mis en place par le FMI, les PASS, les plans d'ajustement structurel, puis après par l'OMC, qui ont fait qu'on a cassé les pays en voie de développement, on les a laissés comme des sortes de champs de matières premières à ciel ouvert, et on va juste venir piller vos matières premières ou piller vos ressources halieutiques, les ressources de la pêche, et derrière, vous ne servez qu'à ça. Et vous crépissez dans la misère. Et après, on va avoir une lecture raciste de la situation en disant, de toute façon, c'est la faute aux Comoriens ou c'est la faute aux Guinéens qui prennent la mer pour aller nous envahir. Mais en fait, personne ne vient vous envahir. C'est finalement notre responsabilité d'avoir maintenu ces pays-là dans le sous-développement. Et on peut pas s'en plaindre. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que personne ne prend la mer par plaisir ou ne va traverser le Sahara par plaisir au risque de se retrouver soit mort noyé, soit en prison avec des geôliers esclavagistes. Je pense que personne n'a envie de faire ça par plaisir. En tout cas, pas moi. Personne n'est complètement sadomaso. Donc, il y a effectivement une responsabilité de l'ancienne puissance coloniale, qui est très claire, de la France, et puis des grandes institutions internationales qui ont imposé des accords complètement inégalitaires à ces pays-là, et les Comores en font partie, bien évidemment. Allez-y, Mohamed Abdou. Ok, ma question, je reviens toujours à la crise à Madagascar. Parlons-nous un peu de ce que vous avez vécu à Madagascar. Qu'est-ce que vous a marqué exactement? Le courage des gens. Il y a eu beaucoup de moments forts. C'est-à-dire, vous retrouvez, voilà, c'est des gamins qui sont étudiants, qui sortent et qui savent pas s'ils vont rentrer le soir. C'est ça, il faut le savoir. C'est pas on va en manifestation, on prend 2-3 grenades lacrymogènes. On sort et puis on sait pas ce qui va arriver. On peut mourir, voilà. Et malgré tout, on a le courage de le faire parce que ça en vaut la peine, parce qu'on va le faire pour les générations futures, parce qu'on va le faire pour leurs enfants, et c'est une grande leçon. C'est une grande leçon, voilà, pour nous Français qui sommes incapables de dégager Macron, et voilà, c'est une grande leçon pour la terre entière, et j'espère que ça sera inspirant. Ça veut pas dire que les Malagasy sont plus courageux que d'autres, non, moi je crois pas. C'est juste qu'à un moment il y a une conjonction les planètes se sont alignées, ils ont réussi à renverser leur tyran, et ça pourrait justement être un exemple
pour d'autres pays et notamment les Comores et où je souhaite vraiment qu'il se passe la même chose et que vous puissiez prendre votre destin en main. Voilà, non, ça c'était extraordinaire de voir ça, tous les jours les jeunes qui revenaient dans la rue. Voilà, qui manifestaient à main nue, puis les tirs, les gaz lacrymogènes qui en plus étaient ultra toxiques. On a parlé de gaz lacrymogène périmé, mais en fait, j'ai vérifié avec un chimiste, c'est pas la péremption le problème, parce que la péremption, justement, ça enlève la toxicité du gaz. Par contre, ce que font notamment les fabricants, notamment français, c'est qu'ils fabriquent des gaz lacrymogènes pour l'Europe, donc ils sont aux normes, et des gaz lacrymogènes pour l'Afrique, qui sont pas aux normes. Et je peux vous dire que là, moi, à un moment, j'ai pris un nuage et la nuit, j'étais brûlé, j'étais rouge. Bon, je me suis endormi. La nuit, je me suis mis à vomir, je me suis mis à trembler. Pourtant, je suis habitué aux manifestations et aux gaz lacrymogènes. Et j'ai jamais connu ça. Je suis même allé en clinique pour me faire soigner. C'était vraiment ultra violent. Et ça m'étonne pas qu'il y ait 2 ou 3 bébés qui soient morts vis-à-vis de ces gaz. Et à un moment, il faudra, parce qu'il y avait 2 types de gaz. Il y avait des gaz français qui étaient fabriqués par l'entreprise Acetex et des gaz chinois. Le gaz toxique qui m'a touché, c'était un gaz français. Et donc, c'est pas un problème de péremption, c'est un problème de ce qui a été mis dans la grenade au départ et qui est beaucoup plus toxique que les normes européennes en vigueur. C'est-à-dire, on a une sorte de double standard et peut-être que ça serait bien qu'à un moment, ces fabricants-là, qui se font beaucoup d'argent, en rendent compte. Allez, Ahmed Hassan. Monsieur Thomas, il y a un ancien chef d'État qui s'appelle Mohamed Abdallah Sambi, qui est emprisonné actuellement aux Comores. Et on voit aujourd'hui Nicolas Sarkozy qui est allé en prison. Comment vous pouvez faire ce parallèle entre, on dit entre guillemets, démocratie et l'autre côté dictateur soutenu par cette même démocratie? Comment vous pouvez faire ce parallèle? Sarkozy va vite sortir. Hein. On verra, dans 2-3 mois, il sera dehors. C'est juste. C'est la différence entre Paris et Moroni. C'est pas la différence. Je peux vous dire moi, ce qui me choque profondément, c'est qu'il soit reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, que Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, dise qu'il va lui rendre visite en prison, alors qu'en fait, c'est un criminel qui a pris de l'argent chez Kadhafi et qui a négocié sur le dos des Français qui étaient morts dans l'attentat du DC-10 du TA. C'est quand même ça qu'on lui reproche. C'est-à-dire qui allait négocier la levée de poursuites contre Abdallah Senussi, qui est le commanditaire de l'attentat. Et que ça, on n'en parle pas plus dans les grands médias français qui sont aux mains des milliardaires. Moi, ça me choque. Je sais, on ne parle pas de dictature en France, mais il y a quand même des gros trous dans notre démocratie. Et de voir le soutien dont Nicolas Sarkozy bénéficie de la classe politique française et de la classe médiatique, c'est quand même assez inquiétant. Et de toute façon, peut-être la grande différence, c'est qu'il a été condamné sur la base d'un jugement qui est extrêmement prudent, qui est même à minima par rapport à ce qu'on aurait pu reprocher à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire les juges ont été vraiment très prudents et l'ont condamné que sur un des 4 chefs sur lesquels il était poursuivi. Mais moi, je pense qu'il devrait se retirer de la vie publique, ne plus jamais parler, aller exécuter sa peine de prison et surtout ne pas se poser en une sorte de Mandela qui aurait été victime d'une injustice. Enfin, c'est complètement scandaleux. Vous savez, il y a une sorte de dérive en France qui est là en place depuis une dizaine d'années, que ce soit dans les répressions de manifestations. Vous vous souvenez des Gilets jaunes, on en a quand même eu. Alors, c'est pas des morts, mais il y a eu des mains arrachées, il y a eu des gens qui ont été éborgnés, beaucoup. Il y a eu une mort d'ailleurs qui était une retraitée qui a été touchée par une grenade lacrymogène. Voilà, il y a eu notre classe politique qui a complètement perdu le sens. Et donc, c'est un peu, vous voyez, la France-Afrique, c'est en train de mourir. Mais c'est vraiment la phrase de Gramsci qui dit que l'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans cet entre-deux-mondes que surgissent les monstres. Vous savez, les Français, ils sont là, en train de s'accrocher au dernier lambeau de leur empire, parce qu'il y a plus que là qu'ils existent. Ils n'existent pas en Russie, ils n'existent quasiment pas en Israël, ils n'existent qu'en Afrique, dans nos anciennes colonies africaines. Donc, ils sont en train d'être chassés partout et ils se raccrochent à certains pays. Et effectivement, dans la demi-douzaine de pays qui leur restent, parce que vraiment, ça commence à se réduire comme peau de chagrin, il y a les Comores. Et je pense qu'à un moment, ça serait bien que la France ne joue plus de rôle pendant longtemps aux Comores parce qu'elle en a joué vraiment un très négatif. La plupart des Comoriens, Thomas, pensent que c'est la France qui a emprisonné le président Sambi. Parce que c'est la France qui dirige Azali Assoumani. Et depuis l'Élysée, il y a 2 ordres qui sont prises directement sur le dos du président Azali. C'est pour cela que la plupart des Comoriens pensent et disent que c'est la France, c'est l'Élysée qui détient Sambi en prison. Je ne sais pas si c'est la France qui l'a demandé. En tout cas, c'est la France qui a laissé faire. Voilà, elle a donné un blanc-seing. L'Élysée a dit OK, vous pouvez y aller, vous faites ce que vous voulez, tu fais ce que tu veux chez toi. Même Macron n'a jamais
déclaré publiquement que l'ancien président Sambi, qui est en prison, il n'a jamais parlé de Sambi, alors qu'aujourd'hui, il a reçu Nicolas Sarkozy qui va aller en prison. C'est pour cela que je dis, comment vous pouvez... Non, mais il y a un deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Et puis, il y a cette peur, comme dit, ce qui guide la politique française en Afrique, c'est la peur que les chefs d'État se retournent contre eux et aillent voir les Russes. Ça s'est passé au Sahel et depuis, ils ont très peur. Et tout ça dans un amateurisme confondant. Moi, je me souviens, je vais vous raconter une histoire. J'étais au Mali quand il y a eu le premier coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta, donc en 2020. Ibrahim Boubacar Keïta, donc, qui était proche de la France. Et j'avais une amie qui était diplomate allemande qui m'écrit le 17 août au soir, donc la veille du coup d'État. Elle me dit, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a peut-être à avoir quelque chose cette nuit. Je lui dis, ok, bon, d'accord. Et elle me rappelle à minuit et elle me dit, il va se passer quelque chose, mais je comprends pas. Les Français disent qu'il va rien se passer. Non, pas de problème. Le IBK, c'est notre gars. Nous, on est là. On a 5000 soldats au Mali, au Niger. Rien se passer. On gère la situation, tout ça. À 4 heures du matin, coup d'État. Et leur chouchou était viré. C'est-à-dire, il y a quand même un aveuglement avec une mort coloniale. C'est-à-dire, ils se sentent tellement chez eux en Afrique. Ils pensent qu'on est encore en 1950, qu'ils voient pas le truc venir. Et c'est pareil, ils n'ont pas vu venir ce qui s'est passé au Niger en 2023, quand Bazoum a été renversé. Ils n'ont pas vu venir ce qui s'est passé au Burkina Faso quand Traoré a remplacé Damiba. Ils n'ont rien vu. D'ailleurs, c'est pour ça que... Aujourd'hui, Madagascar. Mais ils n'ont rien vu, Madagascar. Mais ils étaient complètement... Et pour vous dire, ils étaient en train de ramener... Ils avaient levé, entre guillemets, l'alerte rouge. Ils étaétaient en train de ramener, parce qu'ils avaient mis des gens en télétravail, ils étaient en train d'arrêter le télétravail. Ils étaient en train de ramener les familles des diplomates et tout ça. Ils ne voyaient rien. Et à aucun moment, ils se sont dit que ça allait péter. Pour eux, le gros de la vague était passé. Razoel allait rester au pouvoir. On allait composer avec lui jusqu'en 2027-2028. Et puis terminer, basta. Ils n'ont rien vu venir. Et ça montre bien la faiblesse de notre corps diplomatique. Parce qu'à l'époque de Foccart, effectivement, de Bob Denard, ok, c'était des salauds. Personne n'a dit le contraire. Mais au moins, les gars, ils connaissaient leur affaire. Ils savaient de quoi ils parlaient. Ils connaissaient les pays. Maintenant, ils connaissent plus rien. Ils sont non seulement méchants, mais ils sont bêtes en plus. Et donc, ça donne des lectures complètement erronées, complètement biaisées. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une secrétaire d'État qui s'appelle Chrysoulos Zakharopoulos, française, qui est venue à Madagascar. Et on lui parle, elle est censée parler de la base de Diego Suarez. Et à un moment, elle dit, mais Diego Suarez, c'est qui? C'est pas un joueur de foot? Donc, dire qu'elle ne connaissait même pas son dossier. Je savais même pas qu'il y avait une ville, enfin d'ailleurs ça ne s'appelle plus Diego Suarez, mais qu'il y avait une ville qui s'appelle Diego Suarez, que la France voulait installer une base, qu'on voulait filer 25 millions d'euros pour rénover la base, pour enlever l'épave qui datait de 1943, là, qui était coulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, donc ça montre bien des gens qui sont au gouvernement, qui sont envoyés à Madagascar, c'est quand même leur sujet, qui ne savent même pas de quoi on parle. Voilà. Ça montre. C'est ça, il y a Anzala Assoumani, comme il est malin. En fait, en géopolitique, on l'appelle le soubassement géopolitique. Il faut avoir quelque chose où vous pouvez attiser la braise pour menacer ou intimider l'autre. Ce qu'il a fait ces derniers temps, il a négocié avec les Russes pour ouvrir une ambassade pour la première fois de l'histoire des Comores à Moroni. Et comme ça, il peut tenir Paris, l'Élysée, en chantage. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, Anzala Assoumani, il a le boulevard parce qu'il a mis ses opposants en prison. Il va faire... Il paraît qu'il va faire, je ne sais pas, des assises sur la Constitution. Il va, je ne sais pas, en février prochain, il va se passer quelque chose. Et il avait déclaré aussi dans une île à Moélie qu'il a l'intention de donner son pouvoir à un fils. On ne sait pas lequel. Du coup, c'est pour ça que je voulais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, rien ne peut arrêter Azali selon votre expérience où vous êtes allé sur le terrain? Est-ce que les Comores aujourd'hui, ça peut tomber ou rien ne peut tomber sans la diaspora? Non, mais il n'y a rien qui résiste au peuple quand le peuple est en mouvement et quand le peuple a choisi son heure. C'est juste une question d'heure, une question malheureusement, de répression en face, de désorganisation. Mais vous avez vraiment raison. C'est-à-dire le chantage des chefs d'État avec la France, c'est quelque chose qui marche très bien. Et la France court dans le panneau. Mais le même truc que vous racontez, Biya, il l'a fait au Cameroun. Il a dit à Macron, tu veux pas mettre mon fils Franck au pouvoir? Macron il dit non, je vais pas mettre. Ok, pas de problème, attends, je vais aller signer un accord militaire avec les Russes. 3 mois après, il y avait Macron qui a couru à Yaoundé, qui est arrivé, qui a serré la main à Franck Biya. C'est exactement la même chose. Au lieu de prendre notre dignité, ok, vous voulez pas de nous, vous nous faites chanter, vous voulez que on vous accompagne, qu'on cautionne tout, les violations des droits de l'homme, les emprisonnements, les répressions, tout ça.
nous, on se retire. On vous laisse, vous faites votre histoire dans votre coin. Les gens n'en demandent pas plus. Hein. Personne ne demande à la France d'aller virer Azali ou d'aller virer Biya. Hein. Personne ne demande ça. Les gens demandent qu'on laisse les peuples décider de leur destin. Mais nous, on court et on continue. Et on continue. Et sur le Tchad, ça a été la même chose. Les services de renseignement alertaient et disaient à Macron, mais non, mais il y a un problème, le Tchad va nous lâcher, le Tchad va nous lâcher. Macron, non, pas de problème, il va pas nous lâcher. Déby, c'est notre gars, on l'a mis au pouvoir en 2021. Et résultat, on s'est fait mettre dehors suite à une visite du ministre des Affaires étrangères Barrot, qui en plus a été... il faut vous raconter la petite histoire, montrer à quel point on est devenu quand même... chèvre et très très mauvais, c'est qu'à un moment le ton a un peu monté entre Barrot et Mamad Déby, et il se trouve que Mamad Déby est musulman et il jeûne le jeudi, donc il fait les jeûnes supplémentaires, et Barrot lui dit vous devriez pas jeûner le jeudi parce que ça vous réussit pas. Donc on peut comprendre qu'effectivement Mamad Déby était un peu fâché après et rompu les accords de défense et foutu tout le monde dehors. Et Azali, il est pas plus bête qu'un autre, hein. Il voit bien ce que font ses voisins, il voit bien l'état actuel de la France. Et il va jouer le chantage avec les Russes pour avoir toujours plus de la France et pour s'assurer du soutien de la France. Voilà. Et c'est malheureux, c'est triste. Tahir, chacun une dernière question. Allez-y, Tahir. Et je dois dire que sur la question de Mayotte, puisque réellement le problème des Comores dans l'ensemble, si la question de Mayotte joue un rôle très important. Azali Assoumani, c'est celui qui a retiré sous la commande de la France, qui a retiré la question de Mayotte sur l'ordre du jour des Nations Unies. Azali Assoumani, c'est celui le même qui a concédé l'indicatif, vous voyez l'indicatif, le 269 de Comores, à la France également. Maintenant, Mayotte, ils utilisent l'indicatif de la Réunion. Donc, comment peut-on croire que Azali n'est pas mis au pouvoir, n'est pas là grâce entièrement au soutien indéfectible de la France, puisqu'il a tout donné. C'est-à-dire que même quand il y a des soulèvements sur Mayotte, même quand la France va organiser un référendum ou une élection sur Mayotte, jamais Azali se prononce. Mais s'il venait à se prononcer, c'est généralement de manière timorée, mais vraiment une politique laxiste à ce niveau-là. Donc, moi, pour conclure, je dirais que voilà, c'est la question fondamentale qui freine tout le développement et de l'avenir de Comores, c'est la question de Mayotte. Le jour où il y aura des autorités réellement déterminées à résoudre la question de Mayotte avec la France, qui mettront les choses, qui appelleront la France à la table de négociation pour trouver un compromis là-dessus, je pense que le développement des autres îles se feront. Moi, c'est mon point de vue et je reste convaincu. Et j'ai dit, Thomas, merci beaucoup parce que vous nous partagez beaucoup de choses. Je vous suis également, je vois ce que vous faites. L'engagement pour la vérité que vous avez pris, c'est très, très, très important pour les peuples épris de paix et de liberté. Et ça nous va droit au cœur. Continuez dans ce sens. Merci. Merci beaucoup. Merci, ça me touche. Vous voulez rajouter quelque chose, Thomas, sur ce qu'il dit? Non, mais c'est parfait, c'est très vrai. Et effectivement, les déclarations d'Azali, quand il dit Mayotte est comorienne, c'est du vent, il pourrait rien dire, c'est du populisme. Et je pense que l'analyse qui a été faite est effectivement très juste. Allez-y, Mohamed Abdou. Vous avez une dernière question à poser à Thomas. Mohamed Abdou. Ok, ma question, c'est sur l'intérêt que la France tire aux Comores pour que la France soutienne Azali pour qu'il reste au pouvoir. Qu'est-ce qu'il gagne la France aux Comores, d'après vous? C'est vrai ce que disent Mohamed Abdou, parce que j'ai écouté François Hollande dire qu'avec la France, avec l'Afrique, on a des points communs, on a des intérêts communs. Est-ce que c'est vrai ce que dit François Hollande ou pas, Thomas? Non, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des intérêts économiques qui sont peut-être plus limités aux Comores que ailleurs, même s'ils sont réels. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment la notion d'empire. Pour les Français, notamment pour les militaires français, parce qu'il faut savoir que sous François Hollande, justement, en 2012, le centre de gravité de la politique étrangère française est passé
de l'Élysée, du Quai d'Orsay, au ministère de la Défense, avec des mecs, des militaires d'extrême droite, voilà, des Benoît Pugat qui était chef d'état-major particulier de François Hollande, qui pensaient qu'on était encore en 1970 et que voilà, l'Afrique c'était encore nos colonies. Et donc, c'est notre précaré, c'est l'endroit où on a encore de l'influence, parce que comme j'ai dit ailleurs, on n'a plus d'influence nulle part dans le monde, on a une influence française qui est voilà, qui est réduite comme peau de chagrin, et je pense qu'on veut garder ça. Et après, bah, faut pas ignorer tout ce qui est les intérêts économiques et puis les intérêts occultes. On a qui ont joué un rôle, par exemple, très prépondérant dans l'évasion de Razoel. Voilà, c'est les intérêts, les mallettes qui s'échangent, le fait que l'Afrique est le dernier continent, on peut avoir, enfin, pas que, il y a le Moyen-Orient et l'Asie centrale, mais où on peut avoir du cash facilement en échange d'un soutien à des autocrates. Voilà, c'est quelque chose qui se fait et je pense qu'Azali n'est pas forcément le dernier à le faire. Ahmed Hassan, avant que tu poses la dernière question, j'aimerais bien que tu nous présentes un peu, parce que tous les regards se retournent en 2029, Ahmed Hassan. Comment expliquer Oui, déjà M. Thomas, il va se rendre en Afrique sur le terrain. J'espère qu'on aura beaucoup de retours par rapport à cette réalité du terrain. Il y a Cameroun, le peuple camerounais est en attente des résultats définitifs. Et ils ont proclamé hier. Hein. Ah, ils ont proclamé hier. J'ai dit définitif. Ils ont pas, le Conseil constitutionnel n'a pas proclamé, mais c'est sorti dans la presse. C'est Paul Biya. Biya qui aurait gagné avec 10 points d'avance sur Rothschild. Oui, c'est pour cela que j'ai dit définitif, parce que ils disent que c'est provisoire et que voilà, on attend. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire aussi. On attend des élections dans quelques jours. Et puis, Comores aussi. L'Union des Comores, déjà, le Comore est en mouvement. Parce que le peuple comorien descend dans la rue à Paris, ça fait 6 ans, chaque week-end, on voit, ils ne se sont pas découragés. Et puis, partout dans le monde, tous les regards se tournent vers en Afrique. On voit l'AES, Madagascar aussi qui a fait basculer. Aujourd'hui ou hier, il paraît que les nouvelles autorités ont reçu l'ambassadeur russe, M. André, sur le terrain à Madagascar. On ne sait pas vers quelle direction les nouvelles autorités malgaches vont se pointer. En tout cas, M. Seydassan, aujourd'hui, tout le monde attend le tour des Comores. Est-ce que les Comores vont accepter que le pouvoir soit héréditaire ou ils vont se battre pour arracher leurs droits comme tous les citoyens, comme à Madagascar ou dans les pays de l'AES? Voilà, Seydassan. C'est dans ça le micro. Moi, la question que j'aimerais bien poser à Thomas, est-ce qu'un jour vous allez rendre visite aux manifestants de la diaspora comorienne qui se manifestent tous les dimanches à Paris? Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. J'habite plus à Paris, j'habite en Alsace, mais la prochaine fois que je monte sur Paris, ouais, ce sera avec un immense plaisir, je vais organiser ça. Ouais, et puis je vous souhaite vraiment le meilleur. Et c'est vrai que l'exemple de Madagascar a montré que, quelle que soit la longueur de la nuit, l'aube finit toujours par se lever. Et je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Ce sont, voilà, partout où je vais, ce sont des peuples courageux, des peuples qui veulent se battre pour leur liberté, duquel nous, Français, finalement, alors qu'on se croit des colonisateurs, qu'on croit apporter la lumière, on a beaucoup à apprendre. Et vraiment, voilà, si j'ai l'occasion, je ne sais pas si je pourrais entrer aux Comores. J'ai un petit doute dessus. Je sais qu'ils avaient, de mémoire, ils avaient expulsé 2 journalistes. Je sais plus, c'était avant le Covid, je crois. C'est Louis Viter et puis Cyril Castelletti. Donc forcément, ils ont une conception un peu spéciale de la liberté de la presse. Oui. Ouais, c'était eux. Je connais Louis de loin. Mais effectivement, voilà, tout ce que je pourrais faire, même en tant qu'enquête, parce que c'est vrai que c'est un pays sur lequel j'ai relativement peu travaillé. J'avoue que c'est un manque et je le regrette beaucoup. Voilà, je le ferai, notamment sur les relations incestueuses entre la France et Azali. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis voilà, merci encore d'avoir. Et justement, nous avons 1000 personnes en ce moment. Et nous avons 1000 personnes sur toutes les plateformes de Chaîne Libre des Comores. Les commentaires sont unanimes. La plupart, même les militants comoriens, ils sont là, ils vous découvrent sur la Chaîne Libre des Comores. Ils vous disent bravo par rapport à votre initiative. Allez-y, Ahmed Hassan, une dernière question avant de... Oui, Monsieur Thomas, ma dernière question. Vous êtes souvent sur le terrain. Et selon vous, quel est ce petit truc qui fait basculer le peuple d'enlever cette peur en permanence dans l'esprit collectif? Ben, on a peur, comme, par exemple, un pays comme le Cameroun, plus de 30 millions d'habitants ou 15 millions, mais un président qui dirige le pays depuis, moi, j'étais même pas né, 40 ans ou 35 ans. Aujourd'hui,
dans certains pays. Vous, selon votre expérience, quel est le petit truc qui fait basculer que le peuple, ça y est, il n'en a pas peur, il fonce? Il y a des moments dans la vie, on s'y attend de moins. Souvenez-vous au Tunisie, personne n'y croyait. Il y a eu 10 opposants à Ben Ali en 2011 et il a fallu qu'un vendeur d'orange chimole par le feu pour que ça explose. Des fois, c'est les trucs les plus basiques. Finalement, c'est pas forcément les réformes de constitution qui font ou les élections qui font que les gens se lèvent. C'est le manque d'eau, le manque d'électricité. Ça peut être le ticket de métro au Chili. Voilà, à un moment ou à un autre, toutes les frustrations accumulées se mettent ensemble et puis explosent. Et ça peut durer pendant des années, il peut y avoir une inaction, on va dire non mais les gens sont pas courageux, c'est pas vrai, c'est juste que les gens ont peur, les gens sont découragés, et puis, mais un jour ou l'autre, et ça je pense que c'est la leçon éternelle pour les tyrans, finalement les gens se débarrassent de leur peur, et quoi qu'il arrive, je suis sûr que ça sera le cas pour les Comores tôt ou tard, j'espère plutôt tôt que tard, mais j'espère que ça sera le cas, voilà. Et Thomas, moi, ma dernière question, comment expliquez-vous qu'une fois les chefs d'État africains installés au pouvoir, ils ne veulent plus quitter le pouvoir? Comment expliquer ces comportements, Thomas? Ouais, c'est une chose éternelle voilà, que toute personne qui est du pouvoir soit portée en abuser. C'est Montesquieu qui disait ça. Donc voilà, effectivement, quand il n'y a pas de cadre, quand il y a une communauté internationale défaillante aussi, c'est notre rôle, c'est-à-dire avec le deux poids deux mesures, c'est-à-dire on condamne la Russie qui agresse l'Ukraine, mais par contre Israël qui agresse Gaza ou le Rwanda qui agresse l'Est du Congo, ça personne condamne. Donc ce qui fait que il y a des tyrans qui s'embouffent dans la brèche et qui en profitent pour s'accrocher au pouvoir, le tout en corrompant toutes les grandes puissances, en jouant du jeu et de l'affrontement des grandes puissances. Et voilà, mais quoi qu'il arrive, la France-Afrique a été forte, elle a rien pu faire quand Blaise Compaoré a été chassé, quand Ibeka a été chassé, à Madagascar, quand Razoel a été chassé. Donc je pense qu'elle ne pourra rien faire quand Azali sera chassé aux Comores, et ça finira bien par arriver. Merci. Ahmed Hassane, comment tu as trouvé notre passage, notre ami Thomas? J'ai quelques secondes, Monsieur Thomas. Je vous prie de rester. Moi, l'expérience que je vis, je pense que j'ai lu le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. On voit un monsieur qui a été injustement condamné, mais dès le retour, il va se venger. C'est ce qui s'est passé à Madagascar. Il y a une leçon de vie. Monsieur le colonel Michael, qui a été emprisonné par le président André Rajoelina, et aujourd'hui, qui vient sauver son peuple. C'est ça une leçon de vie, c'est Hassan, comme Thomas il a expliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ceux qui ont le pouvoir doivent se dire que rien n'est éternel. Les peuples se réveillent, on voit partout dans le monde, même si ça va venir un peu plus tard, mais un jour, c'est forcément, ça va arriver. Donc, c'est pour cela, moi, je dis, c'est une leçon de vie que je vis aujourd'hui avec le Madagascar et ce qui se passe et avec le peuple de Madagascar. Voilà, c'est ça. Très bien. Thomas, comment vous suivre sur YouTube? Si on veut vous suivre. YouTube, alors j'ai un média, oui, non, c'est pas sur mon nom. Que ça soit sur YouTube ou sur TikTok, j'ai une chaîne qui s'appelle Chronique de France-Afrique, donc Chronique avec S et de France-Afrique, voilà, qui est une sorte de média d'investigation sur les relations entre la France et l'Afrique. On essaye de faire ça parce que c'est vraiment un segment inexploré, parce que la presse française, c'est où les Russes sont méchants en Afrique, et oui, alors tout le monde sait que les Russes sont méchants et qu'ils sont pas là pour les beaux yeux de la princesse. Mais on oublie de balayer devant notre porte et de parler justement de ce vieux système de France-Afrique qui a fait si mal au peuple. Et effectivement, après sur Facebook, vous pouvez me suivre sur mon nom. Voilà. Tout ça. Et quelle est votre prochaine étape, Thomas? Alors, c'est un peu compliqué parce que là, je suis un peu pris entre deux feux, qui est la Côte d'Ivoire, où effectivement il y a une élection qui est jouée d'avance parce que le président Ouattara a empêché les principaux opposants de se présenter, et effectivement il y a le Cameroun, où il va se passer, je pense, des choses très intéressantes, puisque c'est comme une cocotte mine, ça veut dire toutes les frustrations accumulées depuis 40 ans, avec quand même un président qui a 92 ans hors taxe, avec le pire, c'est que ça serait que lui. Mais il y a le président du Sénat qui a 90 ans, président de l'Assemblée nationale qui a 86 ans. Enfin, c'est un régime gérotocratique. On a l'impression que c'est des vieux dinosaures qui sont cryogénisés, voilà, et avec effectivement un risque d'explosion, avec des clans autour de Biya qui s'affrontent. Moi, j'espère vraiment que en fait, tout ça et le soutien de la France a fait que pendant des années, en fait, on a laissé la situation pourrir, et qu'aujourd'hui,
ça peut exploser, entraînant non seulement le Cameroun, mais comme vous savez que c'est un port, le port de Douala, il y a le Tchad, il y a la Centrafrique derrière, c'est quand même quelque chose de très grave. En fait, pendant longtemps, ça a été un peu l'histoire de l'alpiniste qui gravit une falaise et qui voit que la corde est en train de céder et qui dit « Ouais, je continue à monter, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Sauf qu'à un moment, elle risque de… Elle va rompre et la chute va être fatale. Et moi, j'espère vraiment qu'il en ressortira le meilleur pour le peuple camerounais parce que vous savez qu'il y a des problèmes dans les zones anglophones avec des rébellions. Vous savez qu'il y a des problèmes au nord avec Boko Haram. C'est vraiment un pays qui est carrefour et qui a été détruit par une sorte de momie qui est restée au pouvoir pendant des années, le tout avec le soutien de la France, qui a jamais rien dit. Macron était encore là en 2022. Hein, c'était pas l'épisode que j'ai raconté avec Franck Biya. Donc voilà, je vais essayer d'y aller. Là, j'ai demandé un visa. Voilà, en espérant l'avoir parce que je suis rentré la semaine dernière de Madagascar. C'est pas facile, mais ouais, on va essayer d'être sur le terrain parce que c'est des moments importants, surtout que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont quand même des gros pays en Afrique dite francophone. Donc voilà, on va essayer de couvrir ça et j'espère qu'un jour prochain, ça sera le tour des Comores. Voilà. J'espère si un jour vous souhaitez venir aux Comores, vous êtes la bienvenue, Thomas. L'équipe de chaîne libre des Comores. Je ne suis pas sûr qu'Azali soit du même avis que vous, mais on va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mille fois. Merci à Ahmed Hassan et Tahir et Mohamed Abdou. Et merci à tous. Merci, au revoir. Waangalizi wa chaîne libre des Comores, Tosa na amani vanu dogo zambilia na utatamka hauna nafasi. La chaîne libre des Comores, la chaîne d'information générale des Comores. Votre chaîne, la seule qui vous donne librement la parole.